Louis Lavelle. Les dates, tout simplement, pour resituer un peu le personnage, 1883-1951. C'est effectivement l'école spiritualiste qui s'inscrit dans la droite lignée de Maine de Biran, mais également Bergson, Ravesson, Boutroux, bref, tous ces gens qui vont mettre un peu à l'honneur l'esprit et au fond ouvrir une page de la philosophie française qui va malheureusement se refermer très vite puisque l'avènement de la phénoménologie et de l'existentialisme de Sartre vont contribuer fortement à le plonger dans l'oubli presque total, hein, pas tout à fait, puisque on verra tout à l'heure certaines personnes comme Jean École ou Jean-Louis Vieillard-Baron vont exhumer ce pauvre Louis Lavelle de son passé. Donc, c'est une philosophie qu'on pourrait appeler existentielle, mais qui pourtant s'articule tel un système, ce qui pose déjà un problème, puisque est-ce que raisonnablement on peut parler de philosophie existentielle alors même qu'elle s'inscrit dans un système? C'est délicat, parce qu'on sait bien que le principe du système renvoie au fond à une forme de déterminisme. Or, la philosophie de Lavelle va s'articuler essentiellement autour de la liberté. Et pourquoi la liberté? Bien tout simplement parce que l'ontologie lavellienne est fondamentalement différente de l'ontologie qu'on aurait pu rencontrer jusqu'alors, que Heidegger appelait l'ontologie traditionnelle, parce que c'est une ontologie métaphysique. Et pourquoi elle est métaphysique? Parce que pour Louis Lavelle, l'être est acte. C'est-à-dire qu'il ne s'enferme pas dans une essence particulière, il devient, il se fait lui-même ainsi que les autres choses. Donc il est en perpétuel mouvement, toujours en acte. Or, ce qui est acte, c'est donc quelque chose qui agit, et ce qui agit, c'est une conscience. Par là même, on peut parler d'une ontologie métaphysique, au sens où l'être lavellien, qu'il appelle l'être acte, est une conscience qui crée perpétuellement à la fois elle-même, mais aussi les choses, nous, le monde, et ce, dans une perspective qu'on va voir peut-être dans la perspective de faire affleurer, à l'instar de ce qu'a proposé Hegel, l'esprit à lui-même par le truchement de l'existence. Donc, c'est là où il faut peut-être expliquer un petit peu comment Lavelle va parvenir à ça. L'être acte, en fait, donc on ne peut pas parler de l'être acte chez Lavelle sans parler de ce qu'il appelle la participation. La participation chez Louis Lavelle, ça n'a absolument rien à voir avec la participation platonicienne, même si, au fond, cette appellation lui a valu certains reproches, tels, bon voilà, on a déjà entendu certaines personnes dire que Lavelle, c'est du platonisme mou, c'est, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, bon. Alors que pas du tout, en fait, ce qu'il faut comprendre chez Louis Lavelle, c'est que nous participons à l'être. L'être acte, c'est en fait, au fond, nous portons chacun en nous la marque de l'être acte. Et là, il y a une dimension qui est tout à fait intéressante chez Lavelle, puisque sa pensée a été irriguée à la fois par le cartésianisme et également par le christianisme. Et on sait tous que dans Genèse 1,26, il est dit effectivement que l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et il y a cette idée donc de la marque de créateur dans sa créature, à l'instar de ce que Descartes dira dans la troisième méditation, que si j'ai le sentiment de perfection alors que moi-même je suis un être imparfait, c'est que j'ai la marque de la perfection en moi, et que celle-ci a été introduite par celui duquel je procède. Donc chez Lavelle, il y a cette idée de l'existence qui procède de quelque chose qui la dépasse, dans lequel il doit à nouveau se subsumer, mais il n'y a pas de dégradation ontologique entre les deux. Il y a plutôt un perpétuel dialogue entre l'existant, qui est face au monde, et qui est aussi au-dessus du monde. Mais pour être au-dessus du monde, il faut d'abord qu'il soit face au monde. Dans le monde et face au monde. Ce qui va en fait lui permettre de faire un retour sur lui-même, je crois qu'il est réflexif, c'est tout le propos, qui va lui permettre après de générer ce qu'il va appeler des valeurs. Le problème de Louis Lavelle, c'est que pour lui, tout est être, et donc il va tout de suite s'inscrire contre un idéalisme. À l'époque, en 1915, la philosophie de Hamelin avait
faisait école, en tout cas, il y avait beaucoup d'influence. Et évidemment, il s'inscrivait dans une école, enfin, dans un point de vue très idéaliste, où tout passe par la connaissance. Mais Louis Lavelle va dire tout simplement la chose qui pourrait paraître simple, c'est que pour connaître quelque chose, il faut un sujet de la connaissance. Et ce sujet, eh bien, avant de connaître, il est. Donc, l'être prime. La connaissance vient ensuite. Ce qui lui permet aussi, par même, de, au fond, abolir le rapport sujet-objet. On le verra peut-être un peu plus tard, mais c'est dans cette idée qu'il n'y aura plus ce rapport chez Louis Lavelle, comme on pourra le connaître notamment chez Kant, ou chez bien d'autres d'ailleurs. Il n'y aura plus cela. Bien au contraire, du fait que tout participe de l'être-acte, et que tout tend vers cet être-acte, il n'y a plus de polarisation finie-infinie. Il n'y a plus de dégradation ontologique comme chez Platon. On peut la trouver chez Platon, le monde des idées, et puis au fond, la dégradation ontologique du beau dans le devenir. Il n'y a plus ça. Parce que tout, au fond, appartient à l'être, et tout tend vers cet être. Et ce qui s'appelle donc, lui, la présence totale. La présence totale, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages, qui a été publié, si je ne m'abuse, je vais vous le dire, pour être bien, voilà, en 1934. Voilà. Donc, l'autre conséquence de cette idée qu'au fond, je procède d'un être qui est être-acte, et qui est donc pure liberté, puisqu'il se crée lui-même, il est tout le temps en acte, donc il n'est pas soumis à une essence, n'est pas enfermé dans une essence, comme pourrait dire Sartre, par exemple. Et c'est bien tout le propos, c'est parce que Sartre, en 1943, donc, dans L'être et le néant, va effectivement parler de cette expression qu'on connaît tous, que l'existence précède l'essence. Or, à la lecture notamment de l'Acte, qui a été publié en 1937, de Louis Lavelle, il va être le premier à dire que finalement, si je suis, disons, la manifestation ontique d'un être-acte qui est pure liberté ontologique, et bien à ce moment-là, effectivement, je procède de la même manière que lui, donc je me fais en me faisant. Et si je me fais en me faisant, eh bien, je ne suis pas enfermé dans une essence préalable, puisque je suis tout le temps acte, possibilité. Et donc, l'existence précède l'essence. Sauf qu'il ne va pas employer cette maxime, c'est pas une maxime, mais en tout cas cette formule qu'on doit plutôt à Sartre, il ne va pas l'employer. Mais à la lecture rigoureuse et sans approfondir plus avant, il suffit simplement de lire, on voit très bien qu'effectivement, il y avait déjà ça en lui, et bien avant, au fond, que Sartre le mette en exergue dans ses écrits. Parce que, je cite de l'Acte en 1937, mais dans un autre livre publié en 1928 qui s'appelle De l'être, il l'évoque déjà. De l'être, de l'acte, il y a aussi de l'âme humaine et du temps, et finalement aussi de la sagesse, s'inscrit dans un plus grand recueil qui s'intitule La dialectique de l'éternel présent. Et ça, c'est vraiment... Enfin, ça doit être une œuvre métaphysique majeure, certainement, qui, malheureusement, est tombée dans les oubliettes, parce que Sartre, de sa superbe, a réussi à... Et son école, l'existentialisme, a réussi effectivement à tirer la couverture, et puis, au fond, à occulter ce pauvre Lavelle qui n'avait rien comment dirais-je, d'un grand... comment dire ça, le phénomène médiatique ne l'intéressait pas. Il n'était pas là pour briller, pour aller au Café Flore, voilà. Donc forcément, à un moment donné, on le paye entre guillemets, hein, parce que finalement, aujourd'hui, on en parle, donc c'est plutôt bien. On parle moins de Sartre, parce que je me rends compte que cette année, moi, je suis en Master 1, on avait parlé de Louis Lavelle et pas de Sartre, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, alors je ne sais pas si le professeur en question, qui est M. Fédy, en avait parlé parce que moi-même, il savait que je faisais des recherches dessus, mais quand on faisait un cours sur Bergson, il n'a pas hésité une seule seconde à évoquer Lavelle et à en exposer, succinctement certes, mais tout de même un peu la pensée, ce qui est une bonne chose, je trouve, et qu'on devrait s'attacher à faire plus souvent, et également en terminale, parce que il y a une idée, au fond, chez Lavelle qui est extraordinaire et qui fait écho, et fera toujours écho, je pense, à l'existence. C'est qu'à l'instar de Kierkegaard, il va vouloir vraiment, comment dirais-je, ne plus faire une séparation entre singulier et général. Puisqu'au fond, c'est ça. Chaque singularité appelle à la possibilité, parce qu'elle est
uniquement parce qu'elle est, même pas parce qu'elle connaît, même pas parce elle a un cheminement spirituel quelconque, ne serait-ce que parce qu'elle est, a la possibilité de répondre à l'appel de l'être. Ce que, en tout cas, Heidegger pourrait appeler appel de l'être. Mais que, au fond, notre ami Lavelle appellera de ses voeux également dans un livre qui s'appelle la dialectique du monde sensible, qu'il a écrit en 22. Donc on est quand même assez loin de tous ces écrits de Heidegger, en 27 pour Sight and Sight, pour Sartre et autres. Et malgré tout ça, eh bien, il n'a jamais réussi à trouver grâce aux yeux des universitaires. Il y a eu beaucoup de problèmes parce que les gens n'abondaient pas dans son sens, trouvaient que c'était comment dirais-je, du pré-mâché ou du remâché, c'est encore pire. Alors que pas du tout, personne n'a vraiment lu patiemment ses écrits. Il a fallu attendre une... alors, je dis ça, on ne va pas s'emballer, hein. Certains grands philosophes, comme Lévinas par exemple, ont écrit un article sur Louis Lavelle en 1934, où justement, au moment de la sortie de La présence totale, il a fait un article. On peut trouver, je l'ai si ça vous intéresse, où l'ai-je mis ce garçon? Je ne sais plus, c'est dans la revue Métaphysique publiée chez Vrin en 1934-1935, il me semble. Voilà, numéro 4. Et en fait, au fond, il résume ce que veut dire Lavelle dans La présence totale, et puis, quelque part, si Lévinas s'intéresse à Lavelle, c'est peut-être parce que, on avait dit tout à l'heure que l'être chez Lavelle, c'est un axe, c'est l'être-axe, c'est la liberté, et beaucoup de travaux tournent autour de ça aujourd'hui, des travaux de Jean École, de Vieillard-Baron, plus récemment de Sébastien Robert, en 2007, qui a fait son master recherche sur Louis Lavelle et la liberté de la participation, c'est le titre de son travail, où effectivement on met beaucoup en avant la liberté chez Lavelle. Mais la liberté chez Lavelle, on se rend très vite compte, comme je disais tout à l'heure, que, eu égard à la dimension systématique de son œuvre, on a du mal à penser la liberté. Alors on comprend, très bien, l'être acte, pure conscience, pure liberté, nous procédons de lui, la marque du créateur dans sa créature, la possibilité de se créer, de se faire en se faisant, très bien. On comprend. On peut à ce moment-là effectivement parler d'une liberté, et Lavelle n'hésite à aucun moment à parler d'autre chose que de liberté. Mais on peut se poser la question, peut-être à la lecture d'un de ses derniers ouvrages, c'est le Traité des valeurs, ce sont 2 gros tomes de respectivement 700 et 600 pages, où Lavelle va expliquer que, avant d'arriver à ce phénomène de participation, c'est-à-dire celui qui va nous permettre de nous ouvrir pleinement à l'être, et finalement de nous y subsumer, et de procéder au fond à une sorte de désindividualisation, de spiritualisation de la matière, parce que c'est ce vers quoi il va tendre. On n'est pas chez Bergson, où Bergson dit oui, voilà, tout est mémoire, donc tout est esprit. Hein. Chez Lavelle, il n'y a pas ça. Chez Lavelle, c'est qu'à un moment donné, tout n'est qu'esprit au fond. Et c'est très délicat à comprendre, parce que il n'y a pas... c'est là où il y a un pont à faire, peut-être une passerelle à faire entre Hegel et Lavelle, c'est que dans le traité des valeurs, Louis Lavelle va nous expliquer que pour arriver donc à cette fameuse participation, il nous faut passer par une dimension scalaire, une échelle des valeurs. Cette échelle des valeurs met en perspective le sujet et l'objet, mais au fond, dans le but d'abolir leur réciprocité et ne plus donner le primat à l'un ou à l'autre. Donc là, on est vraiment dans l'idée de mettre tout sur le même plan. Il n'y a plus réellement de nivellement. Il va essayer de faire cela, mais il va dire une chose très simple, et je vais peut-être vous le lire, parce que peut-être que ce sera un peu plus clair, et je commenterai après. Voilà, la valeur est le seul absolu qui puisse nous satisfaire, mais ce n'est pas l'absolu d'une chose, c'est l'absolu d'un acte par lequel, en nous créant nous-mêmes, nous créons la signification de notre vie et de tous les objets auxquels notre esprit s'applique. Elle nous apprend à reconnaître que l'être donné est toujours un phénomène, tandis que l'être réel est un accomplissement, dont le phénomène est l'instrument et l'expression. Et dans la mesure où cet accomplissement mérite d'être voulu, il justifie tous les modes de l'existence, non point par le contenu qu'il nous apporte, mais par l'emploi que nous en faisons. Donc ça, c'est dans l'existence et la valeur. Quand il a fait des cours au Collège de France, ça a été repris et publié posthume, hein, je crois que c'était en 91. Oui, ça a été publié seulement. Donc, voilà en fait, au fond, l'acte de participation, en me posant moi-même comme maître particulier, c'est-à-dire
comme je disais avant, de réflexion, pose par conséquent le monde porteur de sens. Et Lavelle, par les valeurs, va nous expliquer qu'à mesure qu'on se confronte au monde, eh bien, certaines valeurs vont affleurer. Les valeurs très simples, qu'il appelle esthétiques, les valeurs morales, les valeurs de la connaissance, et enfin les valeurs morales. Et à l'issue de cette dimension scalaire, une fois qu'on a franchi ces différentes échelles, on arrive à la participation. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Lavelle? Il y a une petite phrase vraiment noyée dans un flot, dans le tome 2 du traité des valeurs. Il dit la chose suivante. Pardon, je le retrouve. Alors, excusez-moi, je me perds dans mes papiers. Voilà. En fait, il explique que toute valeur particulière se constitue entre l'esprit considéré comme source et l'esprit considéré comme fin. Alors, quand on lit ça, on se dit, bon, bah, si tout est esprit préalablement, qu'il y a effectivement, par le truchement de l'être acte, un monde palpable, hein. Lui, il n'est pas dans la projection malbranchienne, pour lui, les choses ont une densité ontologique, il y a un substrat réel, mais la confrontation de notre incarnation dans l'existence avec ces choses vont permettre de rechef de faire affleurer l'esprit à lui-même. Donc là, c'est très hegelien, au fond. C'est-à-dire que cette idée que, à mesure qu'on avance dans les valeurs, jusque esthétiques, cognitives, au fond, et puis spirituelles, morales, l'esprit affleure à lui-même. Mais il passe par l'existence. Et au fond, si on parle de ça, il y a une forme de finalisme là-dedans. Et si on parle de finalisme, est-ce qu'on peut encore parler de liberté? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt parler d'une certaine liberté déterminée en amont, préalablement, par cet esprit qui, au fond, comme l'esprit d'Hegel, cherche... chez Hegel, on sait que c'est la dimension perfectible de l'être humain, qui, la somme des connaissances, finit par faire affleurer ce dernier. Là, c'est pas forcément la connaissance. Chez Lavelle, c'est bien pour ça que c'est à la fois existentiel et systématique, c'est que chacun peut le faire. C'est-à-dire qu'au fond, Lavelle ne laisse personne sur le chemin. Pour Lavelle, tout le monde peut le faire. Alors que certaines philosophies, au fond, peuvent faire montre d'une certaine exigence, peut-être même un certain élitisme. Chez Lavelle, il n'y a pas ça. Il y a juste cette possibilité d'être, cette actualisation plutôt de l'être, qui nous permet, par la confrontation du monde réel, de faire affleurer l'être lui-même qui est esprit. Hein, il le dira un peu plus tard, l'être lui-même est esprit. Donc, l'être acte, c'est l'esprit, et si effectivement, comme il le dit lui-même, toute valeur particulière se constitue entre l'esprit considéré comme source et l'esprit considéré comme fin, on peut à bon escient, je pense, se poser la question de ce qu'entend réellement Louis Lavelle par liberté. Car, au fond, si la faculté créatrice de l'être acte est pure, on va dire, à cette dimension ontologique, eh bien, finalement, l'existence se situe plus sur un plan ontico-ontologique. Là, on retrouve un petit peu peut-être Heidegger, avec cette idée que, effectivement, cet être particulier qui est capable d'un retour sur lui-même se rend compte qu'il y a certains appels, un frémissement. Lavelle dira plutôt, il appellera ça un frémissement. Il va sentir qu'effectivement il y a cet appel, et il s'agit d'y répondre. Mais pour aller beaucoup plus loin, si je vais peut-être un peu vite, vous me dites, hein, si on en pourra... D'accord. Pour aller peut-être encore plus loin, là peut-être que c'est une vision plus interprétative de l'œuvre de Lavelle, quand d'aucuns donc s'attachent à dire que l'être chez Lavelle est acte et pure liberté et tout, eh bien, Lavelle nous dit bien que la valeur n'existe pas dans le monde. Elle est introduite par l'existence dans le monde. Qu'est-ce à dire? Au fond, ça veut dire que c'est une introduction de l'esprit, puisqu'il est source de toute valeur, dans un monde qui se cherche lui-même à travers la valeur qu'il a lui-même mis au monde. Donc, est-ce qu'on peut quelque part dire que... est-ce qu'on peut dire que cette valeur, effectivement, qui se traduit finalement par une dimension éthique chez Lavelle, n'est pas l'être lui-même? Et nous avons une fois une discussion avec Patrick. Patrick me disait, mais oui, on rappelait l'être lévinassien. L'être lévinassien est éthique, hein, puisque, au fond, s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, à un moment donné, il faut quand même poser l'être dans ce qu'il est. Eh bien, peut-être que, plutôt qu'un rapport analogique entre l'existence et l'être dont elle procède, il y aurait plutôt un rapport anagogique, dans le sens où, au fond, par la dimension scalaire des valeurs, on peut voir qu'est-ce que l'esprit réellement, qu'est-ce que l'être de cet esprit, et
il pourrait être purement éthique. Parce que finalement, parce que nous sommes incarnés, notre conscience se confronte certes à un monde, mais à l'autre. Et l'autre, à l'instar de ce que disait Lévinas, en fond, est le propre d'une liberté hétéronome. Je suis libre, je suis libre, mais uniquement parce que l'autre m'invoque. Si un bonhomme se noie, l'autre se noie, la question se pose. Je suis interpellé, je suis désintéressé. Je suis obligé de faire un choix. J'ai une liberté, mais une liberté qui m'impose en amont, comme une injonction au fond de l'autre à réagir. Et au fond, on voit bien que chez Lavelle, il y a cette idée que, quoi qu'il arrive, d'abord nous sommes confrontés à un monde qui nous oblige à faire des choix. Donc obligé de faire des choix, est-ce encore un choix? Peut-on appeler ça liberté? Et une fois qu'on s'engage dans la dimension scalaire des valeurs, eh bien là, on n'est plus non plus dans une liberté, puisqu'on répond simplement à cet appel de l'être qui, de façon insidieuse, c'est pas le mot, peut-être qu'il faudrait trouver quelque chose de plus beau, parce que chez Lavelle, c'est très beau, hein, il parle d'amour, il parle de... Eh bien, nous porte jusqu'à la fin de ce processus, et comme on parle de processus, eh bien, on ne peut plus parler de liberté. Et c'est pour ça que j'avais intitulé mon master Les valeurs chez Louis Lavelle, une liberté déterminée, point d'interrogation, parce qu'effectivement, on peut, à bon droit, à la lecture et éventuellement à l'interprétation de ce qu'on vient de faire, de se demander si il y a une réelle liberté chez Louis Lavelle. Et pour aller encore plus loin, peut-être qu'il essaye simplement de concilier une fois de plus. Alors c'est très égalien encore, hein, la conciliation, mais c'est vrai que ce déterminisme et cette liberté, l'être humain a un besoin viscéral de liberté, on sent qu'il a besoin de liberté, mais au fond il est toujours confronté à des choses qui l'empêchent, il est toujours motivé, il fait des choix certes, mais ses choix sont motivés contextuellement par un déterminisme psychologique, conjoncturel, physique, des gens qui n'ont pas eu de maladie, puis d'un coup en ont une, se voient faire des choix qu'ils n'auraient pas fait avant. On est toujours motivé par quelque chose en amont, quoi qu'il arrive. Et je crois que c'est une réponse un peu de Louis Lavelle à ce mal-être que ressent l'être humain qui se sent ployé sous le poids d'un déterminisme, mais dans lequel il aimerait faire rejaillir sa singularité. Et cette singularité peut se traduire par une liberté. Et je trouve que Louis Lavelle répond de manière assez belle à ce problème qui est un problème après qu'on retrouve dans la vie de tous les jours par rapport à nos façons d'être vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de notre histoire, vis-à-vis de notre environnement.